C'était un jour de février gris à Lyon lorsque Camille Dubois reçut l'email qui allait changer sa vie pour toujours. L'étudiante en littérature de 22 ans était assise dans son petit appartement, étudiant du 5e arrondissement, fixant l'écran avec incrédulité. « Félicitations, votre candidature pour le programme d'échange à l'University of British Columbia a été acceptée. » Camille pouvait à peine y croire. Elle rêvait depuis des années de passer un semestre au Canada. Vancouver l'avait toujours fascinée. La combinaison d'une grande ville et d'une nature intacte, l'atmosphère multiculturelle, les possibilités infinies. Après l'année difficile qu'elle venait de traverser, cette nouvelle était un cadeau du ciel. Ses parents, Marie et Antoine Dubois, se montrèrent initialement sceptiques. « Le Canada est si loin », s'inquiéta sa mère au téléphone, « et tu n'y connais personne. » Mais Camille ne se laissa pas décourager. Elle avait toujours rêvé de découvrir le monde, et après la rupture douloureuse avec son petit ami de longue date, Lucas, elle se sentait prête pour un nouveau départ. Les mois précédant le départ filèrent à toute allure. Camille organisa son visa, chercha un logement et passa des heures à se renseigner sur Vancouver. Elle avait toujours été méticuleuse, une qualité que ses professeurs à l'université Lyon 2 appréciaient. « Camille est l'une des étudiantes les plus assidues que j'ai jamais eues », écrivit le professeur Michel Garnier dans sa lettre de recommandation. « Elle réussira certainement au Canada. » Le 25 août 2024, Camille monta dans l'avion pour Vancouver à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans ses bagages, elle avait 2 grandes valises, son ordinateur portable, son appareil photo et, surtout, une espérance illimitée. « Ce sera la meilleure année de ma vie », écrivit-elle dans son journal pendant que l'avion survolait l'Atlantique. Les premières semaines à Vancouver dépassèrent toutes ses attentes. L'University of British Columbia était impressionnante, ses camarades de classe étaient amicaux, et la ville offrait tout ce qu'elle avait espéré. Camille vivait dans une résidence étudiante près du campus et partageait une chambre avec Sarah, une étudiante canadienne, qui devint rapidement sa meilleure amie. « Il faut absolument que tu ouvres Instagram », dit Sarah un soir à la mi-septembre. « Quelqu'un t'a identifié. » Camille n'était pas très active sur les réseaux sociaux, mais elle avait commencé à publier régulièrement des photos de son aventure canadienne, principalement pour sa famille et ses amis en France. L'identification provenait d'un compte nommé Adventure Mike CA. Le profil montrait un homme séduisant d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds foncés et aux yeux bleus vifs. Ces photos le montraient en randonnée dans les montagnes, en train de skier à Whistler et en kayak le long de la côte. « Waouh! Encore une Française qui découvre notre belle ville !» avait-il commenté sous une de ses photos du Granville Market. Camille regarda son profil de plus près. Michael Davidson, 29 ans, selon sa biographie, un Adventure Guide et Nature photographeur de North Vancouver. Ses photos étaient professionnelles et impressionnantes, des clichés de la nature sauvage canadienne qui lui coupèrent le souffle. « Il a l'air sympa », dit Sarah par-dessus l'épaule de Camille, « et certainement pas comme un creep. » Par curiosité, Camille suivit son compte et fut surprise lorsqu'il lui envoya un message direct quelques minutes plus tard. « Salut Camille, bienvenue à Vancouver. Si tu as envie de découvrir les vrais coins secrets de la ville, n'hésite pas à me contacter. J'aime montrer mes endroits préférés aux étudiants en échange. » Le message était amical et discret. Camille hésita un instant, puis répondit poliment « Bonjour Michael, c'est très gentil de ta part. Je suis encore en train de m'installer, mais peut-être que je te prendrai au mot. » Ce que Camille ne savait pas, cette conversation inoffensive était le premier pas vers un piège soigneusement planifié. Michael Davidson n'existait pas réellement, du moins pas tel qu'il se présentait. Derrière le compte se cachait quelqu'un de complètement différent, quelqu'un avec des intentions très sombres. La personne derrière, Adventure Mike CA, avait passé des mois à créer le profil parfait. Les photos avaient été volées sur divers comptes de réseaux sociaux, l'identité complètement inventée. L'objectif était clair, attirer de jeunes étudiantes en échange célibataires, en particulier des Européennes qui étaient nouvelles en ville et n'avaient pas encore de contacts sociaux solides.
Camille correspondait parfaitement au profil de la proie. Jeune, jolie, issue d'une famille aisée, seule dans un pays étranger. Les semaines suivantes allaient montrer avec quelle habileté l'escroc pouvait manipuler ses victimes. 3 jours plus tard, Michael écrivit de nouveau. « Hé Camille, j'étais à Deep Cove aujourd'hui, un joyau absolu. Tu y es déjà allé ?» Il envoya également une photo époustouflante d'un lac bleu turquoise entouré de forêts denses. Camille venait de sortir d'un cours ennuyeux et apprécia la distraction. « Non, pas encore. Ça a l'air magnifique. Est-ce loin de l'université ?» Elle commença à écrire régulièrement à Michael. Ses messages arrivaient toujours au bon moment. Lorsqu'elle était stressée par les cours, lorsqu'elle se sentait seule ou lorsqu'elle venait de vivre quelque chose de beau et voulait le partager. Michael semblait toujours dire la bonne chose. Lorsque Camille raconta qu'elle s'inquiétait pour un examen à venir, il répondit « Je suis sûr que tu vas réussir. Tu as l'air d'être quelqu'un qui peut accomplir tout ce qu'elle entreprend. » Lorsqu'elle publia une photo d'un jour de pluie et écrivit que sa famille lui manquait, il lui envoya une image du coucher de soleil sur les montagnes avec le texte « La pluie à Vancouver signifie juste que demain, tout sera encore plus beau. Et ta famille peut être fière de toi, si courageuse de partir seule dans un nouveau pays. » « Il est vraiment adorable, » dit Camille à Sarah en lisant ses messages. « Et il semble vraiment connaître Vancouver. Regarde les endroits incroyables qu'il me montre. » Sarah jeta un coup d'œil au téléphone. Les photos étaient effectivement impressionnantes, mais quelque chose la rendait pensive. « Tu l'as déjà rencontré en personne ?» demanda Sarah. Camille secoua la tête. « Non, pas encore. Il voyage beaucoup pour son travail de guide, mais nous allons nous voir bientôt. » La vérité était que Michael proposait toujours des rencontres, mais les annulait à la dernière minute. « Désolé, j'ai été appelé spontanément pour un shooting photo à Banff. » Ou « Zut, un client a réservé une randonnée de dernière minute. » Ces annulations ne faisaient que le rendre plus intéressant pour Camille. Il semblait mener une vie excitante, toujours en mouvement, toujours de nouvelles aventures. Exactement ce qu'elle avait souhaité pour son année au Canada. À la mi-octobre, le contact s'intensifia. Michael écrivait maintenant tous les jours, parfois pendant des heures. Les conversations devinrent plus personnelles. Il raconta son enfance difficile, son père décédé, ses rêves d'avoir sa propre entreprise de plein air. Camille s'ouvrit également, parlant de sa rupture, de ses peurs concernant l'avenir, de ses rêves d'écrire. « Tu es tellement différente des autres filles ici, » écrivit Michael un soir. « Si intelligente, si profonde, on peut parler de tout avec toi. » Camille se sentit flattée. Elle n'avait pas encore trouvé de cercle d'amis proches à Vancouver, et l'attention de Michael combla un vide qu'elle n'avait même pas remarqué. Le 20 octobre arriva le message qui changea tout. « Camille, je dois te confesser quelque chose. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je sais que c'est fou, on ne s'est jamais rencontré en personne, mais nos conversations comptent tellement pour moi, tu comptes tellement pour moi. » Camille fixa le message, son cœur battant la chamade. Elle avait développé des sentiments similaires, mais n'avait pas osé les admettre. « Michael, je crois que je ressens la même chose. C'est vraiment fou, mais je pense à toi tout le temps. » À partir de ce moment, la dynamique de leur relation changea. Michael devint encore plus attentif, plus attentionné, mais aussi plus possessif. Il voulait savoir avec qui elle passait du temps, ce qu'elle faisait lorsqu'elle ne répondait pas. « Je m'inquiète juste pour toi, » écrivit-il. « Vancouver peut être dangereux pour les jeunes femmes, surtout le soir. » Sarah devint sceptique. « N'est-ce pas étrange que vous ne vous soyez toujours pas rencontrés après 2 mois ?» demanda-t-elle un soir. Camille défendit Michael. « Il est juste très occupé. Et en plus, c'est romantique, cette sorte de correspondance, cette connexion émotionnelle avant le physique. » Fin octobre, arriva la première demande d'argent. « Camille, je suis tellement gêné de te demander, mais je suis dans une situation d'urgence. Mon équipement pour une importante tournée photo a été volé et l'assurance ne paiera que dans 2 semaines. Pourrais-tu me prêter peut-être $500 ? Je te le rendrai dès que l'assurance paiera. »
Camille n'hésita pas une seconde. Michael lui avait apporté tellement de soutien émotionnel, maintenant elle pouvait l'aider. Elle transféra l'argent via une application qu'il avait recommandée. « L'argent n'est pas important entre les gens qui s'aiment », écrivit-elle. « Tu es un ange », répondit Michael. « Je te jure que je n'oublierai jamais ça. Tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. » Ce que Camille ne savait pas, l'argent disparut dans un réseau de comptes s'étendant sur plusieurs pays, et elle n'était pas la seule victime. Au même moment, Michael menait des conversations similaires avec au moins 6 autres jeunes femmes dans différentes villes canadiennes. Le piège se refermait lentement. Novembre apporta la première neige à Vancouver et avec elle de nouvelles demandes d'argent. « Très chère Camille », écrivit Michael début novembre, « ma voiture est tombée en panne juste avant un travail important dans les montagnes rocheuses. Pourrais-tu encore m'aider? 800 $, juste le temps que la réparation soit payée. » Camille hésita plus longtemps cette fois. 500 $, c'était déjà beaucoup pour son budget d'étudiante, et ses parents poseraient des questions si elle devait redemander de l'argent. « N'est-ce pas un peu beaucoup ?» écrivit-elle en retour. « Ton employeur ne peut pas t'aider ?» La réponse vint rapidement et émotionnellement. « Camille, je suis indépendant, tu le sais. Et si je perds ce travail, je suis ruiné. Je croyais que tu m'aimais. Les gens qui s'aiment s'entraident, mais si c'est trop pour toi, je comprends. » Le message frappa Camille comme un coup. Elle se sentit coupable et égoïste. Bien sûr qu'elle l'aimait. « Désolé, Michael, tu as raison, je te le transfère immédiatement. » Sarah devint de plus en plus sceptique. « Cam, ce n'est pas normal, » dit-elle en regardant son ami transférer de l'argent à nouveau. « Un homme qui t'aime vraiment ne te demanderait pas constamment de l'argent. » Mais Camille défendit Michael. « Il est dans une situation difficile, et il me remboursera tout dès que ses affaires iront mieux. » Le remboursement promis n'arriva jamais. Au lieu de cela, de nouvelles urgences survinrent. Un séjour à l'hôpital. Je suis tombé en escalade. Une facture urgente. Le loyer de mon studio. Un appareil photo cassé. Je ne peux pas travailler sans lui. Chaque fois, c'était entre 500 et 1000 $. Chaque fois, Michael promettait de le rembourser rapidement. Chaque fois, l'urgence suivante suivait à la place. À la mi-novembre, Camille avait envoyé plus de 4000 $ à Michael, soit presque toutes ses économies. Elle commença à demander de l'argent supplémentaire à ses parents, inventant des histoires de manuels coûteux et de voyages d'études. Marie et Antoine Dubois s'inquiétaient des dépenses de leur fille, mais lui faisaient confiance. Puis vint le 18 novembre, le jour où Camille eut ses premiers doutes. Elle était assise à la bibliothèque universitaire lorsqu'elle reçut un message de Michael. « Chérie, je suis en shooting photo à Whistler en ce moment. Le coucher de soleil ici est incroyable. » Il joignit une photo de la station de ski baignée de lumière dorée. Camille sourit et était sur le point de répondre quand quelque chose lui sauta aux yeux. La photo lui semblait familière. Elle ouvrit Google et chercha « coucher de soleil Whistler ». La troisième image dans les résultats de recherche était identique à la photo de Michael, sauf qu'elle provenait d'un site web de tourisme et avait été prise 2 ans auparavant. Son cœur se mit à battre la chamade. Peut-être était-ce une coïncidence, peut-être n'étaient-ce que des photos similaires. Elle regarda les autres photos de Michael de plus près. La photo de Deep Cove qu'il lui avait envoyée au début, elle la trouva aussi rapidement sur Internet, sur un blog sur Vancouver. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Une camarade de classe à la table voisine lui lança un regard inquiet. Camille rangea ses affaires à la hâte et quitta la bibliothèque. De retour à la résidence, elle confronta Sarah avec ses découvertes. « Regarde ça », dit-elle en montrant les images trouvées. « Toutes ces photos sont fausses. » Sarah pâlit. « Cam, c'est sérieux. S'il ment sur les photos, sur quoi d'autre ment-il » Les 2 femmes passèrent les heures suivantes à vérifier systématiquement toutes les images du profil de Michael. Chaque photo pouvait être trouvée sur divers sites web grâce à une recherche d'images inversée sur Google.
Michael Davidson n'existait pas, du moins pas tel qu'il se présentait. « Nous devons aller à la police », dit Sarah. Mais Camille secoua la tête. « Et que vais-je dire? Que j'ai envoyé de l'argent volontairement à quelqu'un? Ils vont penser que je suis juste naïve. » De plus, le doute la rongeait. Et s'il y avait une explication? Et si Michael existait vraiment, mais utilisait des photos d'autres personnes pour une raison quelconque? Elle décida de le confronter. « Michael, j'ai remarqué que certaines de tes photos sont aussi sur d'autres sites web. Peux-tu m'expliquer ?» La réponse vint rapidement. « Oh non, chérie, ces maudits pirates de photos ont encore volé mes images. Cela arrive tout le temps aux photographes professionnels. Mon avocate s'en occupe. » L'explication semblait plausible, mais Camille restait méfiante. « Ne pouvons-nous pas enfin nous rencontrer ? Cela fait presque 3 mois que nous nous écrivons. » Michael avait une autre excuse. « Très cher, il n'y a rien que je veuille plus. Mais la semaine prochaine, je suis en expédition importante dans le Yukon. Après ça, je te le promets. » Mais Camille n'attendit pas. Le lendemain, elle se rendit à North Vancouver, à l'adresse que Michael lui avait donnée une fois comme étant son appartement. Le bâtiment existait, mais selon la gérance, personne du nom de Michael Davidson n'y habitait. « Êtes-vous sûr ?» demanda Camille. « Peut-être sous un autre nom ?» La gérante secoua la tête. « Je suis désolé, mais je connais personnellement tous les locataires. » Sur le chemin du retour à l'université, Camille réalisa toute l'ampleur de l'escroquerie. Elle avait gaspillé 3 mois de sa vie et 4 000 $ pour une personne qui n'existait peut-être même pas. Pire encore, elle s'était complètement ouverte émotionnellement, partageant ses pensées et sentiments les plus intimes avec un étranger. Lorsqu'elle revint dans sa chambre, un nouveau message de Michael l'attendait. « Camille, j'ai besoin urgemment de ton aide. C'est une urgence. Ma mère a été hospitalisée et j'ai besoin d'argent pour le traitement. 2 000 $. S'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort. » Cette fois, Camille ne répondit pas immédiatement. Elle fixa le message et sentit la colère monter dans sa poitrine. Qui que ce soit qui se cachait derrière Michael Davidson, il n'en avait pas encore fini avec elle. Camille ne répondit pas aux demandes désespérées de Michael pour de l'argent pour sa mère prétendument malade. Au lieu de cela, elle décida de prendre les choses en main. Le lendemain matin, le 20 novembre, elle se rendit à la police du campus de l'University of British Columbia. La sergente Jennifer Walsh, de la sécurité du campus, écouta attentivement l'histoire de Camille. « C'est une arnaque romantique, romance scam, classique, » expliqua-t-elle. « Nous voyons cela malheureusement de plus en plus souvent, surtout chez les étudiants internationaux. » Walsh expliqua à Camille qu'elle n'était pas la première à tomber dans ce type d'escroquerie. « Mais que puis-je faire ?» demanda Camille. « J'ai perdu plus de 4 000 $ et je ne sais même pas qui est vraiment cette personne. » La sergente Walsh promit de transmettre l'affaire à la Gendarmerie royale du Canada, GRC, mais mit en garde contre des attentes trop élevées. Ces escrocs sont généralement organisés au niveau international et brouillent très bien leurs pistes. De retour à la résidence, Camille raconta à Sarah sa visite à la police. « Je me sens tellement stupide, » dit-elle en larmes. « Comment ai-je pu être si naïve ?» Sarah serra son amie dans ses bras. « Tu n'es pas stupide, Cam. Tu es confiante. C'est différent. » Les deux décidèrent d'en savoir plus sur l'escroquerie. Elles créèrent un faux compte Instagram féminin et commencèrent à chercher des profils similaires à celui de Michael. Ce qu'elles trouvèrent était effrayant. Des dizaines de comptes avec des schémas similaires, hommes séduisants, photos professionnelles de plein air, descriptions de postes vagues comme Adventure Guide ou Nature Photographeur. « C'est tout un réseau », réalisa Sarah. « Regarde, celui-ci utilise les mêmes photos que ton Michael, mais sous un autre nom. » En fait, elles trouvèrent au moins 3 profils différents qui utilisaient des images identiques, mais avaient des noms et des histoires différentes. Camille opta pour une étape courageuse. Elle allait tendre un piège à Michael. « Très cher Michael, » écrivit-elle, après ne pas avoir répondu pendant des jours,
Excuse-moi de ne pas avoir écrit depuis si longtemps. Ton message concernant ta mère m'a beaucoup touché. Bien sûr que je vais t'aider, mais 2 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ne pouvons-nous pas enfin nous rencontrer en personne avant que je le transfère? Je suis prête à venir te voir, peu importe où tu es. La réponse ne vint qu'après plusieurs heures, inhabituelle pour Michael, qui répondait toujours immédiatement d'habitude. Camille, ma chérie, il n'y a rien que je veuille plus. Mais je suis en ce moment à Calgary avec ma mère à l'hôpital. C'est si loin et la situation est si tendue. Pas de problème, répondit Camille. Je prends le prochain vol pour Calgary. Envoie-moi simplement l'adresse de l'hôpital. Ce message resta sans réponse pendant des heures. Lorsque Michael répondit finalement, son ton était différent, plus froid, évasif. Camille, c'est très gentil de ta part, mais je pense qu'il est préférable que tu restes à Vancouver. La situation ici est compliquée et je ne veux pas que tu te mettes en danger. Transfère simplement l'argent et nous nous verrons à mon retour. Ce fut le moment où Camille eut enfin la clarté. Il n'y a pas de Calgary, il n'y a pas de mer. Tu n'existes pas, murmura-t-elle. Au lieu de cela, elle écrivit. Michael, j'ai des doutes. Ne pouvons-nous pas au moins faire un appel vidéo? Après 3 mois, j'ai le droit de voir ton visage. La réponse fut révélatrice. Ma caméra est cassée et le Wi-Fi ici à l'hôpital est mauvais. Camille, si tu ne me fais pas confiance, peut-être devrions-nous reconsidérer notre relation. Ce fut un tournant. Au lieu de se sentir coupable, Camille se mit en colère. Tu as raison, Michael. Je pense que nous devrions reconsidérer notre relation. Surtout parce que j'ai découvert que toutes tes photos sont volées et que tu n'existes probablement même pas. Ce qui suivit fut un flot de messages de colère. Michael laissa tomber le masque. Les messages romantiques et attentionnés furent remplacés par des insultes et des menaces. « Espèce de petite salope stupide !» écrivit-il. « Tu crois que tu es si intelligente? Tu m'as déjà donné 4 000 $ et tu ne récupéreras jamais un centime de cela. » Les messages devinrent de plus en plus menaçants. « Je sais où tu habites. Je sais où tu étudies. Tu devrais faire plus attention à ce que tu partages en ligne. » Camille eut peur et bloqua le compte immédiatement. Mais Michael avait eu raison. Camille avait effectivement trop révélé sur elle-même. En 3 mois de conversations intenses, elle avait partagé des détails sur sa famille, ses finances, ses peurs et ses routines quotidiennes. Des informations qui pourraient devenir dangereuses entre de mauvaises mains. La sergente Walsh prit les menaces au sérieux. « Nous allons ouvrir une enquête, promit-elle, et vous devriez informer vos parents, au cas où cet escroc essaierait de les contacter. » L'idée de devoir dire la vérité à ses parents était presque insupportable pour Camille. Le soir du 25 novembre, elle appela ses parents à Lyon. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de sa vie. « Maman, papa, je dois vous raconter quelque chose », commença-t-elle d'une voix tremblante. Marie et Antoine Dubois furent choqués, mais pas en colère. « Ma chérie, le plus important est qu'il ne t'ait rien arrivé, » dit sa mère. « Nous pouvons remplacer l'argent, mais pas toi. » Son père fut plus pragmatique. « Nous allons informer notre banque et sécuriser tous les comptes. Et tu rentres à la maison, immédiatement. » Mais Camille ne voulait pas abandonner. « Non, papa, je ne laisserai pas un escroc détruire mon année au Canada. De plus, je peux peut-être aider à l'attraper. » Ce qu'elle ne savait pas, la chasse à son escroc l'entraînerait dans un danger encore plus grand. Le détective Marc Chen de l'unité de la cybercriminalité de la GRC prit en charge le cas de Camille le 28 novembre. Chen, un enquêteur expérimenté d'origine asiatique, avait déjà traité des douzaines de cas similaires. Les arnaques romantiques sont devenues une affaire de millions de dollars, expliqua-t-il à Camille dans son bureau à Richmond. Les auteurs deviennent de plus en plus professionnels. Chen analysa tous les messages que Camille avait échangés avec Michael. Plus de 2000 messages textes, des centaines de photos et des heures de messages vocaux, une archive complète de l'escroquerie. « Votre escroc est bon », dut admettre Chen. « Il a parfaitement utilisé la manipulation psychologique. » L'analyse technique révéla les premiers indices. Les adresses IP depuis lesquelles Michael s'était connecté menaient à divers endroits.
Vancouver, Toronto, mais aussi Los Angeles et même Lagos au Nigeria. Soit il voyage énormément, soit nous avons affaire à un réseau, dit Chen. La plus grande surprise vint lorsque Chen retraça les transferts d'argent. Les 4 000 $ de Camille n'étaient pas allés directement à un compte, mais avaient été acheminés via un système complexe de blanchiment d'argent. L'argent a transité par 6 comptes différents dans 4 pays, expliqua Chen. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Nigeria, c'est hautement professionnel. Camille fut choquée par l'ampleur de l'escroquerie. Cela signifie-t-il que cela fait partie d'une organisation plus vaste? Chen hocha la tête. Probablement. Nous pensons qu'il s'agit d'un réseau international spécialisé dans les arnaques romantiques. Le détective avait une demande inhabituelle. Camille, seriez-vous prête à nous aider? Nous pourrions essayer de reprendre contact avec l'escroc et de le piéger. Camille hésita. Le souvenir des menaces était encore frais. N'est-ce pas dangereux? Nous vous surveillerons et vous protégerons entièrement, assura Chen. Mais nous comprenons si vous dites non. Vous avez déjà traversé assez d'épreuves. Après mûre réflexion, Camille accepta. Si je peux aider d'autres femmes, je le ferai. Le plan était simple. Camille créerait un nouveau compte Instagram et essaierait d'attirer Michael ou ses complices. Chen et son équipe surveilleraient toutes les activités et, espérons-le, identifieraient les auteurs. Le 5 décembre, Camille Montréal fut mise en ligne, un profil soigneusement construit d'une étudiante en échange française, fictive, à Montréal. Les photos montraient Camille dans divers endroits de Vancouver, présentée comme Montréal, toujours seule, toujours souriante. La biographie était parfaite. Étudiante française à Montréal, cherche l'aventure et de nouveaux amis. En 48 heures, le compte avait reçu les premiers messages. « Salut, belle Française, bienvenue au Canada », écrivit Wilderness Chris 87. Le profil était étrangement similaire à celui de Michael. Homme séduisant, photos de plein air, description de postes vagues. Camille, surveillée par le détective Chen, répondit prudemment. « Salut, merci, c'est gentil. Montréal est magnifique. » En quelques heures, le schéma familier se développa. Compliments, intérêt pour sa vie, offre de lui montrer la ville. « C'est le même type », murmura Camille à Chen en lisant les messages. « La façon d'écrire, les sujets, ça doit être Michael. » Chen hocha la tête, ou quelqu'un de son réseau utilisant le même script. La conversation avec Chris progressa rapidement. En une semaine, les messages devinrent plus personnels, plus émotionnels. Chris raconta les mêmes histoires que Michael. Père décédé, enfance difficile, rêve de sa propre entreprise. « C'est comme un scénario », remarqua Chen. « Ils utilisent toujours les mêmes histoires. » Le 12 décembre arriva la première demande de rencontre. « Camille, je sais que c'est fou, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. On ne peut pas se voir? Je peux venir à Montréal. » Camille coordonna sa réponse avec Chen. « J'aimerais beaucoup, mais je suis en ce moment avec ma grand-mère malade à Québec. Peut-être la semaine prochaine ?» Les excuses commencèrent immédiatement. « Oh, la semaine prochaine, je serai dans les montagnes rocheuses pour un travail important. » Le même jeu qu'avec Michael. Chen était satisfait, nous sommes sur la bonne voie. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Le 15 décembre, Camille reçut un message sur son vrai compte Instagram d'un compte nommé eToronto Adventurer. « Camille, je sais qui tu es vraiment. Nous devons parler. » Le sang de Camille se figea. Le compte était nouveau, n'avait que quelques photos. Mais le message était clairement une menace. Elle appela immédiatement Chen. « Ils savent que je collabore avec la police », dit-elle paniquée. Chen fut alarmé. « Nous venons vous chercher tout de suite. Faites vos bagages. » En moins d'une heure, Camille fut placée dans une maison sécurisée de la GRC. La chasse était devenue un jeu dangereux. « Comment m'ont-ils trouvé ?» demanda Camille. Chen secoua la tête. Soit ils ont une meilleure technologie que nous le pensions, soit... Il fit une pause. Soit quelqu'un en qui nous avions confiance travaille avec eux. L'idée qu'il puisse y avoir un informateur était terrifiante.
Camille réalisa qu'elle se trouvait dans une situation bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée au départ. Son escroc romantique n'était pas un simple fraudeur, mais faisait partie d'un réseau criminel bien organisé et opérant à l'échelle internationale. Et ce réseau savait maintenant qui elle était. La maison sécurisée de la GRC à Richmond était un bâtiment sans prétention dans un quartier résidentiel calme. Camille y passa 3 jours dans une peur constante, pendant que le détective Chen et son équipe tentaient de comprendre comment sa couverture avait été compromise. Le 18 décembre, l'analyse technique révéla la vérité effrayante. « Camille, dit Chen avec un air sérieux, votre ordinateur a été piraté, probablement depuis des semaines. Le logiciel malveillant avait été parfaitement caché et avait surveillé toutes ses activités, y compris sa collaboration avec la police. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Camille, choquée. Chen lui montra un email de novembre qu'elle avait complètement oublié. Vous vous souvenez de ce message de Michael avec le lien vers un prétendu article sur Vancouver. Lorsque vous avez cliqué dessus, vous avez téléchargé le malware. La prise de conscience fut dévastatrice. Pendant des semaines, les escrocs avaient suivi chacun de ses mouvements, lisant chacun de ses plans. Ils avaient toujours eu une longueur d'avance sur les enquêteurs, mais Chen avait développé une nouvelle stratégie. « Nous allons jouer carte sur table, expliqua-t-il. S'ils savent que nous les suivons, nous allons les faire venir à nous. » Le plan était risqué. Camille répondrait via A Toronto Adventurer et proposerait une rencontre. « C'est de la folie, » protesta Camille. « Ils ont menacé de me tuer. » Chen la rassura. « Ils ne veulent pas faire de scandale. Un meurtre attirerait trop l'attention sur eux. Ils veulent probablement juste récupérer leur argent ou vous intimider pour que vous vous taisiez. » Après de longues discussions, Camille accepta. Le 19 décembre, elle répondit à la menace. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous me laissez tranquille, j'oublierai toute cette affaire. Rencontrons-nous et parlons comme des adultes. » La réponse vint rapidement. « Ce soir, 20h, Canada Place. Venez seul. Ou vous le regretterez. » Canada Place était un lieu public avec de bonnes possibilités de fuite, parfait pour une opération surveillée. Chen positionna une douzaine d'agents en civil autour du lieu de rencontre. Camille portait un minuscule émetteur et une caméra cachée. « Si quelque chose tourne mal, donnez le mot de code « feuille d'érable » et nous interviendrons, lui expliqua Chen. À 19h55, Camille se tenait à l'endroit convenu. La nuit de décembre était froide, et le vent de la mer la faisait frissonner. Des touristes et des habitants se promenaient autour d'elle, inconscients du drame qui se déroulait. Pile à 20h, un homme s'approcha. Camille ne le reconnut pas. Ce n'était pas la personne sur les photos volées de Michael. Quarantaine, taille moyenne, vêtu discrètement. « Camille Dubois ?» demanda-t-il avec un léger accent. « Oui, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Êtes-vous Michael ?» L'homme rit froidement. « Michael n'existe pas. Mon nom est David, et vous m'avez causé beaucoup de problèmes. » David expliqua le système avec une franchise étonnante. « Nous gérons plus de 200 faux profils simultanément. Chaque victime est prise en charge par un spécialiste qui sait exactement sur quel bouton appuyer. Vous n'étiez qu'une parmi tant d'autres. »« Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Camille, confuse. David sourit froidement. « Parce que vous ne pouvez de toute façon rien prouver, et pour que vous compreniez que vous vous êtes attaqué à des professionnels. » Il sortit une tablette et lui montra des captures d'écran de douzaines de conversations similaires. « Regardez, Sarah d'Allemagne, 3200 €. Lisa de Suède, 2800 $. Marie de Belgique, 4500 €. Elles pensaient toutes avoir trouvé l'homme de leurs rêves. » Camille fut horrifiée par l'ampleur de l'escroquerie. « Comment pouvez-vous faire ça? Vous détruisez des vies. » David haussa les épaules. « Nous donnons aux gens ce qu'ils veulent, de l'attention, de l'amour, le sentiment d'être spécial. Qu'ils paient pour cela est leur problème. »« Mais pourquoi me rencontrez-vous » demanda Camille. « Vous pourriez simplement disparaître. » David devint sérieux.
Parce que vous nous avez causé trop de problèmes. La police, les enquêtes, c'est mauvais pour nos affaires. » Il fit un mouvement vers son manteau et Camille pensa brièvement au mot de code. Mais au lieu de cela, il sortit une enveloppe. 5 000 $, plus que ce que vous avez perdu. Prenez l'argent, taisez-vous surtout, et nous vous oublierons. C'est un pot de vin, dit Camille. David haussa les épaules. Ça,